Bonjour, en espérant que ça va. L'objet de ce sous-module 1B est de faire un survol d'un concept clé à la réglementation des institutions financières. En fait, c'est le concept le plus fondamental aux services financiers. On s'en sert pour se procurer un espresso chez Starbucks, on s'en sert pour se procurer un frigo chez Costco, et l'on s'en sert pour payer nos frais de scolarité. C'est aussi une forme de compensation pour le travail que l'on effectue sur le marché, que ce soit dans le cadre d'un emploi d'été auprès d'un dépanneur ou d'une carrière comme juriste. Et oui, je parle bel et bien de l'argent. Mais vous le savez déjà. L'argent constitue l'élément financier des services financiers. Dans ce module, nous allons aborder 3 thèmes. Premièrement, ce qu'est l'argent. Deuxièmement, les formes d'argent modernes. Et troisièmement, un sujet d'actualité, celui des crypto-monnaies. J'ai puisé les renseignements qui suivent d'articles de la Banque du Canada, de quelques ouvrages portant sur la macroéconomie, de l'ouvrage de Mark Carney intitulé Values, et de l'ouvrage du professeur Christopher Nichols intitulé Financial Institutions, The Regulatory Framework. Les ouvrages de Carney et Nichols figurent dans la liste des lectures facultatives. Bien que les articles et les ouvrages que j'ai examinés expriment ce qu'est l'argent et ses formes en termes un peu différents, ils sont unanimes quant au fond. Alors, qu'est-ce que l'argent? Pour ceux et celles qui ont suivi des cours en macroéconomie, ce module servira de révision de certains concepts de base. Pour répondre à la question « Qu'est-ce que l'argent ?», on peut décrire 3 fonctions auxquelles il sert et les problèmes connexes qu'il résout. Premièrement, l'argent est largement accepté comme moyen d'échange. En fait, c'est un moyen d'échange universel dans le cadre d'une société. L'argent facilite l'achat et la vente de biens. Par exemple, il est plus facile de sortir son portefeuille au supermarché que d'y amener des boisseaux de blé comme forme de paiement. Une des façons les plus anciennes d'échanger des produits est le troc, en anglais barter, c'est-à-dire l'échange d'un bien contre un autre bien. Il convient d'examiner le troc pour en faire le contraste avec l'argent. Dans un système fondé sur le troc, un cultivateur de blé souhaitant se procurer des pommes de terre doit trouver un vendeur de pommes de terre qui souhaite se procurer du blé. C'est ce que les économistes appellent la double coïncidence des besoins. Ceci semble simple à première vue, mais pensons à tous les efforts que devra faire notre cultivateur de blé pour se procurer tous les autres produits pour nourrir sa famille, comme le lait, les œufs et le pain. Dans la grande majorité des cas, la double coïncidence des besoins se transforme rapidement en un double besoin des coïncidences. Reprenons notre exemple du cultivateur de blé à la recherche de pommes de terre. Si le cultivateur réussit à trouver un vendeur de pommes de terre, qu'arrive-t-il si le vendeur de pommes de terre n'est pas à la recherche de blé car ses réserves de blé sont comblées? Cela veut dire que notre cultivateur de blé doit se trouver un autre vendeur de pommes de terre et que, dans un même temps, notre vendeur de pommes de terre ne réussit à rien vendre au cultivateur de blé. Pour couronner le tout, à cause du temps que le cultivateur de blé a à livrer à rechercher des partenaires d'échange, le cultivateur consacre moins de temps à sa récolte. Dans un système fondé sur l'argent, notre cultivateur de blé échange sa récolte contre de l'argent. Pour obtenir des pommes de terre, notre cultivateur n'a plus qu'à trouver un vendeur de pommes de terre qui est prêt à les vendre pour de l'argent, ce qui est le cas pour tous les vendeurs. L'argent facilite donc les activités d'achat et de vente. C'est-à-dire que l'argent facilite le processus d'échange, ce qui rend l'économie plus productive. En plus d'être un moyen d'échange universel, l'argent est une réserve de valeur. Un des grands problèmes que l'on rencontre lorsqu'on veut utiliser le blé comme moyen d'échange, c'est qu'il ne dure pas éternellement. Après un certain temps, le blé pourrit et votre monnaie perd sa valeur. Un billet de 10 $, par exemple, garde sa valeur nominale peu importe quand vous le dépensez. C'est vrai que son pouvoir d'achat risque fortement de diminuer au fil du temps,
Après tout, on ne paye plus 20 cents pour un litre d'essence comme dans les années 60. Mais sa valeur nominale demeure toujours 10 $. Admettons aussi que notre cultivateur de blé produise et vende pour de l'argent, pendant une certaine période, une quantité de blé d'une valeur supérieure à la valeur de ce qu'il désire consommer durant la même période. Il pourra conserver la différence sous forme d'argent. En effet, il sait qu'il n'aura aucune difficulté à céder l'argent qu'il détient en échange de biens et de services qu'il voudra dans l'avenir se procurer. Cela contraste avec une réserve de valeur éphémère comme son blé, qui pourrira éventuellement. En plus d'être un moyen d'échange universel et d'être une réserve de valeur, l'argent a une troisième fonction. Il sert d'unité de compte. Il permet d'exprimer les prix et de les comparer facilement. Si un commerçant accepte de se faire payer en épinards et que l'autre veut du blé, il est difficile de savoir qui offre le meilleur prix. C'est plus simple lorsque tous les prix sont en dollars. Voilà donc les trois fonctions auxquelles l'argent sert. On peut aussi voir l'argent sous une autre optique. C'est une convention sociale. La société, et plus particulièrement la confiance de tous, accorde une valeur aux billets de banque, par exemple. C'est la confiance que nous avons dans les autres à accepter un billet en polymère, par exemple, qui lui donne sa valeur. Si une telle confiance généralisée disparaissait, l'argent perdrait sa valeur, elle ne se reverrait plus comme moyen d'échange. Mais ne paniquons pas. Il a fallu plusieurs centaines d'années pour mettre au point le système monétaire actuel. Anciennement, les billets étaient garantis par des pleines réserves d'or ou d'autres biens précieux détenus par les émetteurs de billets. Avec les années, les billets sont devenus garantis par des réserves partielles, avant de faire place à notre système actuel dans lequel les billets et les autres formes d'argent modernes ne sont plus garantis. Comme un baigneur hésitant devant une piscine d'eau froide ne trempe d'abord que les pieds, puis les jambes, avant de plonger complètement, nous avons joué de prudence graduelle à toutes les étapes de l'évolution. La valeur de l'argent moderne repose donc sur la confiance. Plus précisément, la confiance que les billets de banque que l'on utilise ne sont pas contrefaits. La confiance que l'argent maintiendra son pouvoir d'achat. Et la confiance que notre argent est sûr lorsqu'elle est entre les mains des banques, des assureurs et des autres institutions financières. C'est-à-dire la confiance que l'argent nous sera remis par ces institutions lorsqu'elles nous la doivent, y compris en temps de crise économique ou de pandémie. Voilà donc la pierre angulaire de la réglementation des institutions financières. J'espère que vous avez aimé ce cours et on se reverra à l'examen final. Je blague. Discutons maintenant des formes d'argent. Quelles sont les formes d'argent modernes? Quand on passe à l'argent, on passe souvent à des billets de banque et des pièces de monnaie. Les billets de banque canadiens sont conçus et émis par la Banque du Canada et les pièces de monnaie canadiennes par la Monnaie royale canadienne. En fait, l'argent tangible que l'on peut mettre dans nos porte-monnaies, c'est-à-dire l'argent comptant, ne représente qu'une très petite partie de la masse monétaire canadienne. En fait, elle représente environ 5% de la masse monétaire, c'est-à-dire 5% de l'argent en circulation. La grande majorité de l'argent, soit environ 95%, est sous forme d'argent électronique. À notre époque, les modes électroniques de paiement, par exemple les cartes de crédit, les cartes de débit ou les applis de paiement sur téléphone intelligent, sont de plus en plus répandus. Nous délaissons peu à peu les formes traditionnelles de paiement comme les billets de banque et les pièces de monnaie. On vous tend un terminal de paiement électronique quand vous achetez votre café chez Starbucks? Vous avez dû remarquer que cette pratique se répand de plus en plus parmi les commerçants, surtout en raison de la pandémie de COVID-19. Au point que certains ont même l'air surpris lorsque vous leur remettez de l'argent comptant. Certains insistent même sur les paiements par argent électronique.
Cette tendance pourrait-il s'inverser? Mais ce serait étonnant, d'autant plus que les achats en ligne ne peuvent être réglés en espèces. Peu importe le mode de paiement utilisé, la somme d'argent appropriée doit passer de l'acheteur au vendeur. Quand on paye avec de l'argent comptant, cet échange est tout simple. Mais si on paye par voie électronique, ça se complique. Pensez à ce qui se produit quand vous tapez votre carte de débit sur un terminal. Ce geste envoie un message à votre banque ou autre institution de dépôt pour lui indiquer de transférer une certaine somme de votre compte à celui du vendeur. Et ce compte n'est pas nécessairement dans la même institution que la vôtre. Nos institutions de dépôt et nos systèmes de paiement appliquent des contrôles pour que toutes les transactions se fassent correctement sans exception. Chaque transaction électronique est enregistrée et la somme appropriée circule dans nos systèmes de paiement. Passons maintenant à notre troisième thème, les crypto-monnaies. Mais ce cours porte sur la réglementation des institutions financières et non l'avenir de l'argent. Mais j'aimerais passer quelques minutes sur les crypto-monnaies qui gagnent en popularité. Toutes les transactions électroniques qui impliquent l'argent jusqu'à présent laissent une trace. Les produits virtuels comme le Bitcoin et le Dogecoin sont en train de changer cela. Ces cryptoactifs sont hébergés et déplacés sur un réseau informatique qui relie directement les utilisateurs entre eux et non par l'intermédiaire des banques et des autres institutions de dépôt. Les transactions s'effectuent entre des adresses anonymes et qui sont enregistrées dans un grand livre distribué qui est un registre public. Aucune partie réglementée ne s'occupe de gérer le système ni de recueillir des renseignements sur ses utilisateurs. On entend beaucoup le terme crypto-monnaie, mais ces produits virtuels ne remplissent pas adéquatement les fonctions de base de la monnaie, c'est-à-dire de l'argent. Repensez aux 3 fonctions de l'argent que nous avons abordées il y a quelques minutes. Bien, les crypto-monnaies ne sont pas largement acceptées comme moyen d'échange. Vous aurez du mal à trouver un supermarché qui accepte les bitcoins. Les crypto-monnaies ne sont pas, en général, une réserve de valeur fiable. Par exemple, le prix du bitcoin fluctue énormément. Les crypto-monnaies ne constituent pas une bonne unité de compte. Puisque les crypto-monnaies ne sont pas liées à une monnaie nationale, comme le dollar canadien ou américain, les marchands qui les acceptent doivent constamment ajuster leur prix. Alors, de la perspective de l'argent à titre de convention sociale, dont la confiance lui accorde une valeur, les crypto-monnaies ne sont pas à la hauteur non plus. Les crypto-monnaies ne sont donc pas l'argent. Pas encore du moins. Pour en savoir plus au sujet des crypto-monnaies et autres crypto-actifs et le travail qu'effectue la Banque du Canada en la matière, je vous invite à visionner la vidéo d'un discours du sous-gouverneur de la Banque du Canada, Timothy Lane. Le lien de la vidéo, qui est intitulé Decrypting Crypto, les crypto-actifs, se retrouve dans le plan de cours. Le visionnage de cette vidéo est entièrement facultatif. Bon, pour résumer ce que nous avons abordé dans ce sous-module, l'argent a 3 fonctions qui la caractérisent. Premièrement, c'est un moyen d'échange largement accepté, voire même universellement accepté. Deuxièmement, c'est une réserve de valeur. Troisièmement, c'est une unité de compte. On peut aussi caractériser l'argent comme suit. Une convention sociale dont la valeur repose sur la confiance généralisée. Quant aux formes d'argent moderne, il en existe 2. Électronique et comptant. La grande majorité de l'argent est sous forme électronique. La crypto-monnaie n'est pas de l'argent car elle ne rencontre pas les 3 fonctions qui caractérisent l'argent. De plus, elle ne repose pas encore sur la confiance de la population en général. Voilà donc qui met fin à ce sous-module. À la prochaine.